T'as le Qatar, l'Arabie Saoudite qui ont énormément de ressources naturelles, le pétrole pareil. J'ai pas l'impression qu'ils prennent la même trajectoire. Et c'est peut-être parce qu'ils sont dirigés par des dictateurs éclairés et pas des dictateurs communistes. C'est vraiment la métaphore du socialisme que tu fous dans le désert. Tu dis administre-moi ça et il arrive à créer une pénurie de sable, quoi. Quand tu bloques les prix, il y a des pénuries. Là, ils ont bloqué les prix du pétrole. Il n'y a plus de pétrole. C'est curieux, hein, comme à chaque fois qu'on essaye de distordre le marché, ça part en couille. On a quand même des résidus un petit peu de bon sens de temps en temps. Ça ressemble tellement à tout ce qui se passe aussi en France où il va y avoir des lois totalement connes qui arrivent pour réguler avec l'histoire des pesticides et tout. Aucun libéral va te dire « je vais aller m'accaparer les biens des autres par le vol et le meurtre avec un non-respect de la propriété privée d'autrui ». Est-ce que vous connaissez les pires économies de tous les temps ? Alors nous, on a quelques idées dont on parle assez souvent, hein. Ça se dirige souvent vers l'URSS, la Chine de Mao, le Venezuela, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va faire notre format réaction sur une vidéo du média Trash, qui est donc assez connu, qui fait plutôt du divertissement, et qui a fait une vidéo qui s'intitule « Les pires économies de tous les temps ». Et nous, quand on voit ça, ça nous intrigue. Surtout quand c'est une chaîne qui n'est pas réputée pour en faire son cœur de métier. Elle parle pas d'économie habituellement, quand bien même on sent que c'est un sujet qui les intéresse et qui les trigger. C'est une vidéo que j'ai déjà regardée, donc que j'ai trouvée assez qualitative, donc ça va être une réaction qui est potentiellement très positive. On va peut-être en dire que du bien, on va arrêter de faire les connards, comme on aime le faire, mais je pense qu'il y a aussi des corrections à apporter. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'apporter un petit peu plus de profondeur sur certains sujets, de partir un peu loin, de divaguer. Bref, ce qu'on aime faire. Donc on va essayer d'apporter un peu de valeur. Si vous appréciez ces contenus, un petit like, mettez-nous en commentaire si vous avez apprécié ou pas. Dites-nous si vous voulez plus de trucs dans le style aussi, donc des vidéos un peu plus positives. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est le plus important. Puis si vous voulez vraiment partager des vidéos qui vont casser les pieds à vos amis communistes, je pense que c'est le meilleur format. Ouais, je pense que ça peut vraiment les énerver. Ça part ? Let's go. Vous saviez que le Venezuela a été le 4e pays le plus riche du monde par habitant ? Caracas était même une ville prisée, une destination phare du Concorde. Bon, maintenant on en est très loin, taux d'homicide parmi les plus élevés au monde, et exode massif, plus de 7 millions sont déjà partis, soit 25% de la population. Comment une économie peut à ce point se rater ? La richesse du Venezuela, c'est le pétrole, le plus gros réservoir au monde. Face aux appétits des puissants, le pays nationalise, et plutôt intelligemment. 50-50 sur les bénéfices, ça permet aux dirigeants Pérez de construire de nombreuses infrastructures. La classe moyenne explose et des quartiers chics comme Altamira témoignent des fastes d'antan. Mais le verre est dans la pomme, une dépendance excessive à la rente pétrolière, 2/3 des revenus et 90% des exportations. Ce qui devait arriver arriva en 1983. Vous allez me dire qu'il fallait pas être un génie pour comprendre qu'il aurait dû se diversifier. Oui, mais non, car découvrir des ressources naturelles entraîne souvent une malédiction qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est simple, quand il y a beaucoup d'argent dans un secteur, toute la population veut travailler dedans. Les jeunes font des études sur le pétrole plutôt que docteurs, les autres secteurs n'ont plus autant d'argent, donc pour attirer les talents. Les salaires explosent, mais les petites entreprises n'arrivent plus à suivre. Elles perdent en compétitivité et les consommateurs préfèrent se tourner vers des produits étrangers. Phénomène aggravé par l'augmentation de la valeur de la monnaie, boosté par le pétrole, ce qui rend encore moins cher le fait d'acheter à l'extérieur. Ta richesse te rend dépendant des autres. C'est un cycle infernal qui commence. Face à la crise, la réponse vénézuélienne a été la révolution bolivarienne d'Hugo. Petite pause, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a quand même un petit verre dans la pomme, là, dans ce qu'ils disent, c'est que ce serait que la faute du pétrole. Et pas du fait que ça a été nationalisé, potentiellement mal géré, et qu'on ait créé des incentives pourris à former des gens pour travailler dans ce secteur. C'est que pour moi, il n'y a quand même pas une logique de marché dans tout ça. Ouais, après, moi, je suis pas en connaissance de la vidéo, ça pourrait être une bonne accroche. Alors, je pourrais faire la même vidéo, tu vois, où je dis la même chose, et puis après, tu rentres plus dans le détail. Donc, C'est vrai, pour être honnête, je me souviens pas si après, il rebifurque sur, en fait, le problème, c'est le nationalisme. Mais en tout cas, moi, ce que je pressens, c'est, en fait, le problème, c'est que c'est administré, il n'y avait aucune logique de marché. On a envoyé tout le monde dans le secteur, ce qui aurait été logique si tout était privé. Je dis pas qu'une majorité des acteurs ne se seraient pas dirigés vers ce secteur. C'est comme, tu démarres, on découvre le nucléaire, forcément les gens vont se ruer dessus, c'est logique. Cependant, je pense pas que ça a été complètement libre, je pense que ça a été administré.
quand bien même son idée de nationaliser et de faire 50-50 sur les bénéfices, eux ils disent que c'est une bonne idée, c'est jamais une bonne idée. C'est qu'en gros on va donner 50% à l'État pour construire ces fameuses infrastructures, etc. Mais on retire toujours la notion de choix, de dire en fait on va laisser ça au privé, s'il y a besoin de construire une route, elle va être construite, s'il y a besoin de construire un quartier chic là, il va se construire naturellement parce que certaines populations vont se regrouper, des entreprises vont venir fabriquer des quartiers de meilleure qualité pour une certaine typologie de population. Et surtout sur la fabrication de toutes ces choses, il y a une logique de marché et de concurrence qui sera respectée, donc l'État ne va pas gaspiller des ressources, ce qui a probablement été le cas. Et donc là, alors je sais pas si tu avais déjà entendu parler de cette maladie hollandaise, j'ai jamais entendu parler, mais du coup, a priori, il y a une forme de malédiction quand tu as trop de matières premières. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils de Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes, ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idriss Aberkan, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, aujourd'hui, t'as le Qatar, l'Arabie Saoudite qui sont dans la même situation, c'est-à-dire ils ont énormément de ressources naturelles, le pétrole pareil. J'ai pas l'impression qu'ils prennent la même trajectoire pour l'instant, après à voir, mais c'est peut-être parce qu'ils sont dirigés par des dictateurs éclairés et pas des dictateurs communistes. Non, mais je me dis, normalement, ils devraient arriver dans la même situation à la fin. Mais j'ai pas l'impression que, par exemple, les États-Unis, qui étaient quand même un pays qui a énormément de ressources, le Canada pareil, n'ont pas fini dans le cas du Venezuela. Donc je pense que c'est aussi, encore une fois, un problème d'administration. C'est que là, vu que c'est un pays qui était fortement administré, on s'est pas diversifié naturellement, comme n'importe quel pays l'aurait fait. Et donc, quand au niveau du business du pétrole, ça va un peu moins bien à un moment, ça se casse la gueule. Après, moi, pour être franc, là, pour l'instant, j'ai pas compris grand-chose. Hein. On va non, mais je veux dire, ils ont pas expliqué grand-chose. Tu peux pas vraiment faire une analyse parce qu'ils ont l'air de dire que c'était leur surdépendance qui les a rendus fragiles. Mais je vois pas comment tu rends toute ta population dépendante de cette activité. Je pense que quasiment 80% des gens devaient bosser en lien avec l'industrie pétrolière, tu vois. Et qu'en fait, ils ont rien construit comme autre industrie. Non, mais t'as toujours des docteurs, genre t'as plein de métiers annexes quand même, non? Tu penses qu'ils avaient même plus d'agriculture, de... Ouais, je pense. Je pense que c'est... Ok, ils importaient tout, quoi. Je pense que c'est vraiment poussé à son paroxysme. Ouais, c'est une bonne idée de continuer. Hugo Chavez, puis Maduro. Et c'est un échec. Entre 2013 et 2019, 65% du PIB a été perdu. Une inflation de quasi 1 700%. Regardez ça, un billet de 1 million de bolivars. Et c'est... Là, on a du 2 bolivars. Donc comme quoi, c'est une réalité. Là, on a du 2000 bolivars. Ouais. Donc voilà, hein, comme quoi c'est des torches-culs maintenant. Là, il n'y a même pas un centime. Une petite dédicace à David Saint-Onge qui en a pour des millions. Mais voilà ce que ça devient leur torche-cul quand il y a beaucoup d'inflation, parce que 1 700 000%, on peut pas trop se représenter ce que c'est, mais le papier toilette a plus de valeur que la monnaie dans ce cas-là. Hein.
Bon, certains crypto-bros, ils vont bientôt connaître. C'est vrai que... Ouais, mais le problème, Ils c'est s'en que... rapprochent au fur et à mesure. Alors, le problème, c'est qu'eux, dans leur cas, c'est leur shitcoin qui se casse la gueule, donc ça se répercute moins sur leur pouvoir d'achat parce qu'ils vivent pas sur leur shitcoin standard. Ouais. Donc c'est un peu moins violent. Mais force aux gars qui ont de l'Ethereum quand même. C'est pas à cause des crises pétrolières, hein, c'est l'économie. 5 exemples. 1. L'essence est quasi gratuite. Normal, vous allez me dire, dans un pays qui en a autant. Sauf que les gens font n'importe quoi avec. La brûlent juste pour s'amuser. Non mais... Il y a un truc qui est fou, c'est qu'on répète souvent, beaucoup de gens le répètent, Charles Le Gave d'ailleurs aussi, avec qui on a fait une vidéo, l'économie c'est de l'énergie transformée. Comment tu peux perdre 65% de ton PIB, avoir 1 700 000% d'inflation avec de l'énergie quasi gratuite? C'est quand même pour vous dire, parce que je pense que c'est sur ça qu'ils vont arriver, enfin je vais le laisser parler, que quand l'État s'en occupe, ça peut que mal finir, alors que tu as des conditions parfaites. Normalement, c'est croissance infinie. C'est vraiment la métaphore du socialisme que tu fous dans le désert. Et tu te dis, administre-moi ça, et il arrive à créer une pénurie de sable, quoi. C'est ça. Genre, tu peux pas trouver mieux que ça, quoi. Parce que là, après, là, c'est une pénurie de ressources. Mais comme tu dis que l'économie, c'est de l'énergie transformée, normalement, tu devrais avoir une économie qui est quand même assez florissante. Genre, tu peux tout faire avec. Mais tu peux tout payer. C'est quand même la ressource du monde dont tout le monde veut s'arracher. Mais c'est ça, c'est que là... Enfin, en plus, on parle de pétrole, tu vois. On parle pas d'un terre rare qui sert à faire un truc. C'est que le pétrole, tu peux le transformer instantanément en énergie. C'est hyper facile. Et bon, là, ils vont nous expliquer que les gens le brûlaient dans la rue, ce qui devait être sûrement rigolo, mais qui devait être marginal, je pense, à l'échelle de la quantité qu'ils avaient. Bah ouais, ça coûte rien. 2. Le gouvernement bloque les prix. Mesure sociale. C'est bien, non? Pas ouf, parce que maintenant, les producteurs n'ont plus qu'un seul objectif, baisser leurs coûts pour éviter de perdre de l'argent en vendant. Donc la qualité chute et ils n'investissent plus dans le futur. On va préférer vendre au marché noir et donc c'est la pénurie des supermarchés. 3. Pour lutter contre le... Voilà. Bon, ça, on n'a pas besoin de commenter beaucoup plus, c'est fait à la perfection. Quand tu bloques les prix, il y a des pénuries. Quand tu bloques les prix en général, hein, ça peut être de tout et n'importe quoi. Là, ils ont bloqué les prix du pétrole. Il n'y a plus de pétrole alors que c'est le pays où il y en a le plus dans le monde. C'est curieux, hein, comme à chaque fois qu'on essaye de distordre le marché, ça part en couille. Et en plus, là, ils ont bien décrit les effets de bord. Donc, ce qu'on ne voit pas quand on veut bloquer les prix, c'est-à-dire la baisse de la qualité, la baisse des investissements et tout ce qui s'ensuit. Donc, qui l'eût cru? En plus, il y a un phénomène... genre, quand ils vont se dire, genre, naturellement, vas-y, les prix sont en train d'exploser, plus personne va pouvoir acheter du blé, va pouvoir acheter des choses qui sont nécessaires à la survie. Mais derrière, il y a une réalité de ressources. Ouais. C'est que t'as beau baisser le prix, s'il n'y a pas de ressources, tu peux pas. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait un producteur qui soit en capacité, lui, de vendre un certain prix pour pouvoir augmenter après sa production future. Et peut-être que pendant une période, d'un coup, les prix vont exploser. Mais la population qui est capable de les payer, elle va financer le développement de cette activité pour après faire baisser les prix. Et en fait, c'est le principe du capitalisme quasiment. Et même à des moments, tu peux quasiment avoir le phénomène qui est instantané où, en fait, c'est ce qui va se passer par exemple sur les avions, sur les transports, ce genre de choses, avec les différentes classes pour tes billets. En fait, ça va être la business, la premium plus qui va financer en fait le ticket des classes inférieures. Et en fait, si tu permets pas à certaines personnes de payer beaucoup trop cher entre guillemets via le pricing, ce qu'ils décident de mettre comme prix et de segmenter leur offre, et en fait, tu permets même pas en fait de naturellement pouvoir proposer le prix moins cher. Est-ce que c'est ça mon con? Ça, c'est qu'en fait, ce que les gauchistes ne se rendent pas compte, c'est que les fortes marges financent là où il y a des faibles marges. En gros, la classe éco, et tu marges quasiment pas. L'autre, tu marges fortement. Mais c'est ces mêmes gauchos qui sont contents de quand même pouvoir voyager sur EasyJet pour aller visiter le monde, parce que c'est quand même cool de voyager, qui vont dire « Ah, les riches, c'est des gros débiles, faudrait arrêter de vendre des produits aussi chers, faudrait faire des voyages que en classe éco, regardez, c'est injuste. » Ouais, venez, on fait ça, mais vous voyagerez plus. Ou le prix des billets va augmenter parce qu'ils vont devoir marger plus. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que, en fait, c'est tout le concept de réallocation même du capital de manière générale dans ce cas-là.
C'est que ouais, tu constates qu'il y a une pénurie à un moment, peut-être potentiellement, laisse faire en fait. Le capital va se réallouer de telle sorte à ce que le marché s'assainisse. Il y a des gens qui vont courir et ça va aller. Et c'est là où quand l'État intervient, tu fais de la merde. Le pricing, c'est quelque chose de quand même une structure qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Genre, c'est pas juste il y a un produit et il vaudra toujours ce prix-là partout. Surtout que c'est pas un homme gris dans un bureau qui se dit ça, c'est ce prix, genre. Ça contient de l'information. Ça contient énormément d'informations que le cerveau humain n'est pas capable de conceptualiser lui-même. C'est que personne n'est capable de pricer quoi que ce soit. C'est le marché. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Et pour ça, il faut que tu aies des bons signaux de prix. Si tu les bloques, ça marche pas. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve que leur explication, elle est top. Puis là, je crois que ça va être pas mal. Le chômage, on construit des projets pharaoniques comme l'hôtel Humboldt. Ne vous pas que je mets des stades de foot partout pour acheter la paix sociale. Un gâchis d'énergie, c'est vide et ça n'aide pas les gens à... Ça ressemble pas au JO en France, là. On dirait la maxime romaine du pain et des jeux et ils ferment leur gueule. Ah, c'est ça. Voilà, ils sont tous en train de crever. Tiens, on va faire un petit stade. On va faire un stade de foot tous les 100 mètres. Non, mais c'est ça, et ça ressemble vraiment à la situation en France. C'est-à-dire, dans la période des JO, c'est le bordel partout. Mais voilà, ça y est, on vous a donné des jeux, fermez-la. Et puis tout le monde était là comme des queues à dire « Ah, c'est trop bien les JO, machin ». C'était très bien, hein. Mais c'est pour oublier, ça vous permet d'oublier votre condition initiale de merde. Hein. Faut pas oublier que quand même tout ça, c'est payé avec vos impôts, et que si le SDF, pour qui vous avez de la peine, ne bouffe pas, c'est en partie parce que vous avez construit un stade pour accueillir des athlètes. Hein. Donc voilà, faut à chaque fois mesurer, mais ça les gauchos, ils vont oublier, ils vont dire oui, mais c'était bien, machin. Ouais, allez vous faire enculer. À vivre mieux. 4. Nationalisation totale du pétrole. Pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste mal fait. Ils y ont mis des fonctionnaires qui n'y connaissent rien et il a fallu qu'en... Non, alors ça, vraiment, je suis pas d'accord avec eux. Nationaliser, ça peut pas être bien fait. Pour que la nationalisation soit bien faite, faut qu'elle soit faite par le privé. Donc c'est un peu antinomique. Après, c'est vrai que ça peut être mieux fait. C'est vrai que dans le spectre de la nationalisation, il y a la merde absolue et il y a quelque chose de digne. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont dirigés vers la merde absolue. En 2023, on accepte des sociétés étrangères pour sauver le secteur. 5. Le contrôle strict des devises. En gros, vous ne pouvez pas acheter de dollars. Et si on vous y autorise, c'est uniquement au prix décidé par le gouvernement. Officiellement, $1 vaut 60 bolivars. Personne n'achète à ce prix. Sur le marché noir, c'est $1 pour 4000 bolivars. Et ça donne une situation ubuesque où Caracas est l'une des villes les plus chères au monde en 2014. Et où le c'est juste que ça me fait rire. Là, il parle d'empêcher d'acheter du dollar. Donc pour nous, ça nous paraît aberrant, Français qui utilisons l'euro. Mais quand c'est du bitcoin, c'est des trucs qu'on vous empêche d'acheter, où on vous met des contraintes, où du coup il y a un marché noir qui va se créer, c'est exactement la même chose. Hein. On peut se foutre de la gueule du Venezuela, de l'Argentine, etc. Mais on commence à faire la même chose et on tend vers ça. C'est-à-dire qu'à un moment, rendez-vous bien compte, on va vous dire oui, on vous empêche, entre guillemets, de vendre vos euros, de faire sortir vos capitaux par patriotisme, pour protéger la France, pour aller combattre l'ennemi russe, pour tout ce que vous voulez, hein, il y a toujours un bon épouvantail. À la fin, c'est pour la même raison. C'est pour bloquer les capitaux et maintenir le Ponzi. Il n'y a aucune autre bonne raison. Donc là, ce qu'ils décrivent, c'est juste dans une plus grande échelle. On en a parlé dans la vidéo avec Théo Mogenet qui s'appelle La répression financière. Ouais. Qu'on vous conseille, on mettra, là elle va apparaître comme ça dans la bulle info. Et on passe 1h30 à décrire le processus qui est en cours depuis déjà pas mal de temps en France et en Europe, et en fait ce qui se passe à peu près partout dès que l'économie se socialise. Il faut réussir à bloquer la sortie de capitaux parce que sinon en fait ça s'écroule. Et eux, ils sont juste moins doués que nous. Ouais. Ou moins discrets. C'est dommage, hein. Partis se vantent d'augmenter les salaires. Techniquement c'est vrai, mais c'est parce que la monnaie est manipulée. Les sanctions américaines ont fini d'achever une économie déjà fragilisée. Diminution de 30 à 50% du PIB.
Un autre cas très similaire de maladie hollandaise, c'est Nauru, le pays le plus riche au monde par habitant dans les années 70. Tout ça grâce aux minerais de phosphate à foison. Sauf qu'après avoir détruit toute l'île, il restait plus rien. PIB divisé par 10 et personne n'avait anticipé. On a détruit l'agriculture et les entreprises locales pour importer massivement. 90% de la population était obèse et possédait plusieurs voitures, mais rien n'était investi. La malédiction des ressources naturelles. Mais attendez, parce que ça peut être pire. On a parlé de nationalisme. Après, il y a rien un point qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi la sélection naturelle. Hein. C'est que tout ça, là, même là, par exemple, Nauru, Je sais. bon, le pays dont ils viennent de parler, je sais pas comment c'est administré, ils sont passés très vite, mais il y a un moment, si tu accumules autant de capital et que tu le réinvestis dans rien, même pas de l'agriculture, de la production autre que ce qui t'apporte de la richesse via les ressources naturelles, et que tu te payes juste 3 bagnoles et que tu deviens obèse, j'ai envie de te dire, c'est peut-être mieux pour tout le monde que tu te reproduises pas et que tu finisses par disparaître. Hein. Parce qu'il y a un moment... Waouh. Non, mais genre, pour moi, c'est juste de débile, là. Si ça n'a pas été forcé, tu vois, si ça n'a pas été induit, s'il n'y a pas eu une coercition, et s'il n'y en a vraiment pas eu et que c'était libre, vous devez disparaître. Non, mais c'est comme ça. Hein. Et dur, au moment, hein. on va dire, c'est fait naturellement. Il n'y a personne qui Non, mais les a. c'est un suicide. Ouais. C'est juste... Parce qu'il faut se dire, en fait, si ces gens, ils se reproduisent trop... et que, en fait, cette façon de penser et ces logiques se multiplient dans la société, là, on va dire, le vrai problème écologique, il va apparaître, quoi. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des humains et qui sont juste en train de tout détruire sans jamais essayer d'être dans l'optimisation, d'être dans l'épargne, d'être dans une restructuration des capitaux et tout pour faire en sorte que tu fasses toujours plus avec moins. Eux, en fait, c'est juste, on a plein de trucs et puis ouais, on crame toujours plus jusqu'à ce que en fait, tu meurs sur ton île et qu'elle soit inhabitable. Ouais, et puis il y a des gens qui vont dire oui, vous êtes eugéniste, vous êtes pour annihiler une partie de la population qui est inférieure. Pas du tout. Parce qu'un eugéniste, il regarde la population, il fait toi t'es de la merde, on te bute. En gros, on empêche ta reproduction, on te stérilise. Nous, c'est pas du tout ça. C'est juste, on va pas venir vous sauver. On va pas dire ah les pauvres, machin, on va leur filer de l'argent. Bah non. Vous avez fait le choix conscient de vous suicider, vous l'assumez. L'organisation catastrophique, ça peut aussi tourner au capitalisme sauvage. Par exemple, en République démocratique du Congo. 24 milliards de ressources minières, mais 72% de sa population sous le seuil de pauvreté. Parce que ce n'est pas l'État qui dirige, mais c'est par des centaines de milices privées, bras armés des puissances étrangères, 1 milliard de revenus fiscaux perdus chaque année. Tout ça pour des ressources vendues à 1/6 de leur valeur. Une véritable kleptocratie qui empêche le pays de se développer. Alors, ça, je suis d'accord, mais son constat de c'est parce que c'est pas l'État qui l'administre, c'est dans cet État, c'est aussi peut-être parce que la RDC, comme beaucoup de pays d'Afrique, ne sont pas des États de droit et ce n'est pas des pays capitalistes. Là, c'est pas du capitalisme débridé, hein. C'est juste du vol débridé. Ça n'a rien à voir avec du capitalisme. Qu'on soit clair là-dessus, quand tu arrives dans un pays qui n'y a pas de droit de propriété défini, donc que tu peux tout accaparer, le problème, c'est pas le capitalisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'état de droit et que les droits de propriété ne puissent pas être respectés. Normalement, tu as des propriétaires terriens, la population locale généralement, qui y vit, et qui se dit, ça c'est à moi, je vais en faire une exploitation. Quand tu es extrêmement pauvre comme ça, c'est logique que des capitaux étrangers arrivent. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution industrielle. Par exemple, l'Angleterre a accumulé beaucoup de capital, donc a investi ensuite à l'étranger, etc. Et là où ils investissent, du coup, ça crée de la richesse parce qu'on apporte un espèce d'accélérateur qui permet de ne pas partir d'une base zéro. Donc, pour un pays d'Afrique, c'est un cas assez complexe aussi, c'est que si on n'avait pas fait tout ça, qu'est-ce qui serait devenu de ces ressources ? J'ai quand même l'intime conviction que pas grand-chose, parce qu'il ne se passe rien de manière générale, parce qu'ils sont administrés par des espèces de dictateurs qui mettent juste les copains et qui font pas en sorte que le pays se développe. Donc plutôt que de pointer du doigt le capitaliste et l'étranger qui vient exploiter les ressources, il faut plutôt d'abord pointer du doigt le fait qu'il y a un non-état de droit, que ce soit des dictateurs à la tête, et qui du coup permettent l'exploitation de leur population, pas à la juste valeur, etc. etc. Donc c'est juste la façon dont est tourné le problème qui me dérange un peu. Ouais, puis au final, j'ai l'impression que c'est juste une autre manière de dire qu'ils sont en guerre, en gros. En fait, ils sont juste envahis par des hordes de barbares étrangers.
Et en plus, c'est des milices. En plus, là, il parlait de milices armées. Ouais, C'est étrangers. des étrangers, mais il y a aussi des milices locales. Ouais. C'est que, en fait, il y a juste. Pour l'instant, en fait, ils ont pas encore la mafia État qui a gagné, comme chez nous. C'est qu'encore, là, c'est un affrontement de mafia. Parce qu'ils sont pas suffisamment développés pour pouvoir avoir des relations pacifiques, parce qu'en fait, on n'a pas instauré un état de droit. Eux, pour l'instant, c'est les mafias qui se combattent. Il y en a un qu'on appelle État, mais je pense que c'est l'une des pires mafias qu'il y a là-bas. Et c'est triste, parce qu'en vrai, c'est du gâchis à tous les niveaux. Il y a des gens qui meurent. La production est pourrie. On pourrait faire tellement plus avec moins. Les gens pourraient gagner bien mieux leur vie. Tout le monde serait gagnant, c'est le principe de l'échange. Mais là, au final, tout le monde est perdant. Et c'est pas la faute du capitalisme, encore une fois. Mais là, on a l'impression que il faudrait quand même se renseigner sur la maladie hollandaise. Et que c'est la malédiction que tu as quand tu as des ressources naturelles que tu identifies comme étant des ressources exploitables trop tôt dans ton développement. Avec t'es pas en mesure de les exploiter. Ouais, en fait, on a l'impression que là, il y a eu un écart civilisationnel, qu'ils sont encore en une sorte de pré-renaissance quasiment, et que nous, en fait, on est déjà un peu trop loin et qu'on est capable d'identifier leurs ressources comme étant extrêmement rares et sur le marché, on peut le revendre très très cher sans avoir besoin d'une exploitation avec une structure du capital très élevée, tu vois. Où d'un coup, on est obligé de mettre des usines qu'il va falloir protéger et tout. Là, en fait, c'est juste, tu viens, tu mets des coups de pioche et tu peux sortir des ressources genre monstrueuses. Et donc, en fait, ils sont pas adaptés pour les ressources qu'ils ont sur place, quoi. Et donc, les incentives, elles sont pourries. En fait, ça pousse tout le monde à faire en plus une sorte de guerre de proxy où tu arrives avec des milices, tu dis non, c'est pas moi, ça se trouve, on est même là-dedans, la France. C'est sûr. Et tout le monde, et on vient avec eux, on repart avec des camions. Avec les casques bleus. Avec les casques bleus, genre de choses, et puis on prend nos ressources. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux y faire? Après, c'est la morale, quoi. Et en fait, le problème, c'est nos mafias qui font une guerre à notre place avec nos impôts, quoi. C'est que moi, c'est vrai que j'ai pointé du doigt ce qu'il y a sur place. Le problème, c'est nous aussi. C'est que nous, on n'est pas des États libéraux. Encore une fois, on n'est pas libéral, parce qu'aucun libéral va te dire, par essence, je vais aller m'accaparer les biens des autres par le vol et le meurtre, avec un non-respect de la propriété privée d'autrui. Et d'ailleurs, de manière générale, quand bien même on accepte la monarchie, donc un État minimal régalien, il n'y a pas de politique étrangère. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'ingérence ailleurs, on ne va pas se mêler des conflits des autres, et on se mêle de son cul. Donc si une entreprise veut aller exploiter du minerai en RDC, c'est l'entreprise qui se déplace, à moins qu'elle se déplace avec une armée en même temps, faut qu'elle arrive sur place, qu'elle négocie, qu'elle essaye d'obtenir les ressources d'une quelconque façon, et normalement, c'est pas censé se faire dans la violence. Après, de toute manière, soyons réalistes sur un point, dans ce genre de situation qui est un peu l'espèce de primo-acquisition de ressources, ça se passe toujours un petit peu mal. C'est quand même rare dans l'histoire de l'humanité, quand des gens sont arrivés et qu'il y avait un tel différentiel, où l'humanisme a primé. Généralement, ça finit quand même assez souvent pas très bien, même si on peut espérer que ça se passe de mieux en mieux, surtout si les gens adoptent notre philosophie. Si votre pays a des ressources, il faut une armée forte et unie, un partenaire public-privé qui partage les ressources avec le gouvernement. Non, mais tu t'es peut-être plus renseigné là-dessus que moi, mais sur l'ingérence étrangère quand tu es dans une société, on va dire, libre. Pour moi, ça peut quand même exister. Genre, je veux dire, si tu as des partenariats... En fait, ça dépend si tu as une armée du pays, de la nation, s'il y a une nation, et qui va protéger la propriété privée de ces entreprises, tu vois. Et au final, en général, c'est comme ça qu'on te le vend. C'est comme ça qu'on te dit. Par exemple, quand il y avait eu la guerre, tu vois, aux États-Unis, à Cuba, ce qu'ils disaient, c'est qu'on allait maintenir la propriété privée des propriétaires et des entrepreneurs. Après, le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce qui est annoncé et ce qui est fait, quoi. Ouais. C'est que généralement, les raisons, c'est oui, en façade, c'est pour faire ça, c'est pour sauver la démocratie et la propriété privée. Derrière, c'est pour te la mettre à l'envers. C'est juste ça où j'ai du mal. Et puis, quand bien même, tu vois, t'es dans une société libre,
l'armée, normalement, elle sert à la défense du pays. Après, dans Mais le cas c'est la où tu as défense de la propriété Alors qui voilà. est externe. dans le cas où tu as Total qui exploite des ressources dans un pays d'Afrique, c'est vrai que là-dessus, normalement, pour moi, c'est à Total de défendre. Parce que tu n'es plus sur le territoire de ton État. Hein. Pour moi, c'est à Total de voir avec le pays. Elle aurait déjà, fait un contrat avec une assurance qui opère internationalement. Voilà, ou soit, du coup, Total doit avoir sa milice pour se défendre, soit il voit avec le pays d'accueil. Et dans ce cas-là, c'est un peu, je suppose, le partenariat public-privé qui décrivent aussi. Mais ça à voir. Par contre, là, ce qu'ils viennent de dire, c'est assez intéressant. C'est que c'est vrai, ça, je suis complètement d'accord, qu'un pays, pour être stable initialement, et même nous, quand on dit, bah voilà, on aimerait tendre vers la monarchie, voire une société complètement libre, le truc à garder le plus important, c'est l'armée, c'est la violence. C'est le premier truc. S'il y a pas, si les individus ne sont pas en mesure de se protéger et de défendre leur terre, dans un premier temps, et qu'ensuite tu ne te mets pas d'accord, dans le cas d'une monarchie, sur la définition d'une armée, ou dans l'autre cas, qu'il n'y ait pas des sociétés de protection qui se mettent en place, ça peut que mal finir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une façon de coopérer, parce qu'au final, c'est pas tant d'avoir une armée pour faire la guerre, c'est pour se prémunir d'une guerre permanente. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, il faut commencer par ça. Or, dans ces pays-là, généralement, c'est pas ce qui se passe en premier. En fait, faut réussir à augmenter le coût du vol. Ouais. Parce qu'en fait, si tes ressources, elles sont à la disposition de tout le monde, puis même la personne la mieux intentionnée, genre tu passes devant 10 fois une énorme plaquette de chocolat, tu finis par prendre un petit carré, quoi. 90, hein. Chocolat 90%. Et là, on parle même pas de chocolat, on parle de millions, de milliards. Et grosse somme. Et que la totalité serve au développement du futur, pas que pour acheter son électorat. Et cette vidéo est sponsorisée par Débloc. Les 1000 points, ce n'est pas une œuvre d'art née du monde. Premium gratuit, on en reparle plus tard dans la vidéo. Zimbabwe, la pire monnaie du monde. Ce pain coûte 35 millions de dollars. Ce n'est pas une œuvre d'art, mais le résultat de l'hyperinflation la plus massive de l'histoire récente. En 2008, 89,7 sextillions de pourcents. Pour vous donner une idée, un billet de 100 milliards de dollars zimbabwéen, ça existe, ça valait moins de 50 cents américains. Le pire, c'est que tout ça ne se déroule qu'en 2 ans. Les prix doublent toutes les 24 heures. Les rares employés, comme les enseignants... Augmenter la masse monétaire, parce que je sais ce qu'ils vont dire, ne peut pas causer de l'inflation. Hein. On n'a aucun exemple dans l'histoire qui le démontre. étaient payés en bouteilles d'huile. Une situation que rien ne semble justifier. 2/3 des gens bossent dans l'agriculture. Qu'est-ce qui a bien pu dérailler? Tout commence à l'indépendance du pays et du règne de Robert Mugabe. Très positif, éducation gratuite obligatoire, construction d'hôpitaux et un développement agricole qui a fait surnommer le Zimbabwe le grenier de l'Afrique. Tout bascule en 2000 avec la réforme agraire de Mugabe, qui va s'avérer être l'une des pires au monde. Qu'est-ce qui l'a motivé? Pas trop de blanc. En fait, 70% des terres agricoles fertiles étaient détenues par 5% de la population, les anciens colons. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités, était à 0,5. C'est moins que l'Afrique du Sud et c'est quasi 0,7 encore aujourd'hui. Mais c'est trop. Et tout le monde était d'accord pour changer ça, même les Anglais qui ont colonisé. Mais ils voulaient faire ça progressivement, en négociant. Ça ne convenait pas au peuple zimbabwéen, donc les jeunes voulaient de la radicalité et les anciens combattants plus d'argent, alors Mugabe va foutre tout le monde dehors. Et ça de force. Milice armée, champ par champ, on torture, on chicote, 110 000 km² de terre confisquées. Et c'est presque la taille de l'Angleterre. Le truc, c'est que les proprios étaient peut-être blancs, mais ça faisait travailler beaucoup de gens. 300 000 locaux qui ont été accusés d'être des traîtres. Donc on va pas leur donner les terres confisquées, même s'ils sont compétents. C'est plutôt aux militaires et politiques, qui ont donc transformé les champs en grands domaines, résidences secondaires et jardins de luxe. Aucune compétence, aucune envie de produire, donc un effondrement spectaculaire de la production agricole. Moins 91% pour le blé, 94% de la population au chômage. Sauf c'est vraiment l'expérience de l'URSS récente. C'est prodigieux. En fait, tu remplaces les Anglais là par les bourgeois pendant l'URSS et c'est la même chose. C'est pareil. C'est prodigieux. Si on avait voulu faire la démonstration du socialisme genre 101, c'est ça. Attends, c'était les Anglais ou les Hollandais? C'est les Anglais. C'était les Anglais. Les Anglais, ouais. C'était, je pense, une ancienne colonie anglaise, un truc comme ça. Mais c'est magnifique, je trouve. Parce que l'exemple est pur. Genre, il n'y a pas de bruit autour, c'est vraiment
des politiques qui ont voulu faire du populisme en faisant plaisir à la Du population. marxisme. Hein. Ça, Ouais, c'est le marxisme. Oui. Non, mais oui. Ça, il faut avoir les termes. Dans le texte, qui ont appliqué, qui ont la population qui était là, ouais. Tout le monde a fini broke. Je trouve que c'est vraiment une belle leçon. Et en plus, je trouve qu'il dresse en plus pas un portrait caricatural des Anglais. C'est-à-dire que je pense que les Anglais sentaient que le climat était un peu hostile. Parce que t'es dans un pays où il y a que des Noirs, t'es blanc, t'es les plus riches. Donc je pense que la situation, naturellement, était un peu chiante. Où ils se disaient, en fait, on n'est pas forcément chez nous, on commence à sentir des tensions, on va s'extraire un petit peu pour juste rééquilibrer les choses naturellement, comme ça aurait dû se faire et ça se serait sûrement bien passé. Ils se sont dit, non, on va aller plus vite que la musique, on les vire, on les expulse, on les exproprie, sauf qu'à la place, et c'est toujours les mêmes, hein, c'est le parti central, c'est des militaires, ils ont fait des villas de luxe. Alors ouais, ça c'est une folie d'avoir fait des villas et tout. Et puis même si ça s'était bien passé, en gros qu'ils les avaient juste virés, qu'ils l'avaient administré, genre, je veux dire, t'as quand même un savoir, genre c'est de l'économie, genre non mais tu t'improvises pas demain gestionnaire d'un parc comme ça aussi monstrueux. Genre faut avoir, je sais pas, en plus c'est quand même assez récent, donc il y avait tout l'interface informatique, l'économie de marché, le stockage, genre, je pense qu'il y avait plein de connaissances qui sont parties avec ces gars-là, et là d'un coup tu te retrouves avec des milliers d'hectares de terre, genre c'est une folie. Ouais, et puis surtout que de toute façon, bon déjà de base c'est contraire au principe de base, hein, donc la propriété privée, on n'exproprie pas les gens comme ça, et puis moi ce qui me fait quand même beaucoup rire dans cette histoire, c'est que c'est parti d'une volonté vraiment qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours ambiant, notamment en France, où on veut retirer les gens qui savent faire, qui soi-disant exploitent. Mais on se rend compte que quand on les retire, c'est tout le monde qui s'appauvrit. Alors eux, évidemment, hein, ils n'ont plus rien, tout le monde est content, ouais, nickel. C'est que tout le monde perd tout. Et c'est vraiment l'illustration que L'égalité dans la pauvreté. C'est ça, l'égalité dans la pauvreté. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, on va rendre pauvres les riches, mais vous allez être aussi pauvres qu'eux, si ce n'est pire. Hein. Donc, parfait. Moi, j'adore. Je suis fan. Sauf qu'entre-temps, Mugabe ne s'était pas arrêté là. Contrôle des prix, taxes d'importation, interdiction de sortir de l'argent du pays, et punir tous les entrepreneurs qui ont collaboré avec les anciens colons. En un jour, 75% de baisse du dollar zimbabwéen, ce qui a automatiquement déclenché le seuil de Kagan. Au-delà de 50% d'inflation mensuelle, c'est le point de non-retour. Plus personne n'a confiance en ta monnaie, on n'épargne plus, on consomme le jour même. Tout ça a continué jusqu'au crash total de 2007 et ce billet maudit. Il n'y a plus qu'une seule solution, changer de monnaie. Ici, ce sera le dollar US. Cette situation parce que c'est aussi ce que je me disais, mais là, je pense pas que c'est vraiment de l'inflation monétaire en mode ils ont imprimé. Genre, je pense que c'est surtout que d'un coup, en fait, leur économie valait plus rien, que toute la monnaie avant qui était recherchée par, je sais pas, des investisseurs étrangers qui gardaient en stock et tout pour pouvoir après racheter des marchandises du pays. En fait, d'un coup, c'est retrouvé sur les marchés, tout le monde l'a vendu en même temps. Et comme le dit, en fait, il y a un point de non-retour où tu perds la confiance et d'un coup, en fait, ça devient, entre guillemets, irrationnel. C'est plus juste un rééquilibrage de marché en fonction de la ressource et, entre guillemets, son prix. Donc là, c'est de l'argent, est-ce que tu la veux et le prix qu'elle a relativement aux autres. Mais là, c'est en gros, comme on se retrouve avec une monnaie qui a aucune autre utilité, un peu le débat qu'on a eu avec Stéphane Gère, c'est une monnaie fiat, quoi. En fait, c'est juste du papier. Genre, tu vas rien faire avec. Genre, elle a aucune autre valeur. Et en fait, c'est un moment où les gens se disent, mais pourquoi je vais la garder ? Mieux vaut, dans le doute, que je la convertisse en autre chose. Et en fait, là, tu as un point de non-retour et plus personne ne veut ta monnaie et tu te retrouves avec une inflation, en fait, qui va jusqu'à l'infini, jusqu'au moment, en fait, plus personne vraiment veut accepter ça en échange d'une ressource ou d'un service. Oui, carrément. Hyperinflation, vous la connaissez pour le cas le plus extrême, la République de Weimar, en Allemagne. En 1923, un dollar vaut 4,2 milliards de marks. Billions, hein, pas millions. Ça allait si vite que le prix de ton café pouvait changer pendant que tu le buvais. Les ouvriers étaient payés en brouettes de papier, on les donnait aux jouets pour enfants, on en décorait les murs, les valeurs des timbres changeaient avec un coup de tampon. La cause, les réparations de guerre.
L'Allemagne a perdu et doit une somme astronomique à la France et ses alliés. La guerre l'a épuisée, elle a plus de colonies, plus d'or, donc pour rembourser plus vite, on a imprimé à gogo. Situation assez similaire en Hongrie, après la Seconde Guerre mondiale, mais pour rembourser l'Union soviétique cette fois, officiellement, c'est le record historique d'hyperinflation qu'on est obligé d'écrire en puissance. Si vous êtes un pays avec des dettes, ne succombez pas à l'envie d'imprimer de l'argent magique. Votre peuple finira par le payer. Une inflation faible entre 1 et 4% est idéale. Il faut que l'argent perde un peu de sa valeur chaque année, sinon les gens ne dépensent pas, mais jamais au point de rompre la confiance. Voilà, là, par contre, là, ils ont fait un CSC, là. Là, ils vont se faire rattraper par la patrouille. C'est représentatif de la tension économique moyenne, mais c'est quand même grave de dire ça. C'est quand même assez grave. Parce que c'est ce qu'on connaît et en 20-30 ans, tu perds la moitié de ce que tu as quand même. Hein. Donc, de 2% d'inflation. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est basé, en fait, ça se résume bien à la dernière phrase qu'ils ont dit, c'est sinon, les gens n'achètent plus rien. C'est d'une stupidité quand même. C'est-à-dire que si ton argent ne perd pas de valeur, donc ce que tu as dans les poches ne perd pas de valeur, tu t'arrêtes de vivre. Voilà. Tu mets le mode pause. Tu te mets en mode pause t'abandonnes. Jusqu'à ce qu'on me dise vas-y achète ça parce qu'en vrai là ce que t'as dans les poches ça va perdre de la valeur. Genre les gens arrêtent de manger, arrêtent de se faire plaisir, arrêtent de vivre. C'est d'une débilité profonde. Hein. Parce qu'en fait ils oublient à chaque fois que la ressource la plus rare c'est le temps humain et que en fait en permanence tu vas devoir te dire il me reste voilà, dans l'imaginaire collectif on se dit tous on va au moins l'imaginaire on va dire la moyenne on vit entre 80 et 86 ans. Mais il y a toujours un Black Swan qui peut faire demain tu te fais écraser, tu meurs de je sais pas quoi, d'un accident, d'une maladie. Et en fait, en permanence, tu te dis je préfère jouir aujourd'hui que de... Non mais jouir, pas seulement avec ce que tu as entre les jambes, mais jouir de la vie. Et tu préfères tu préfères avoir le plaisir maintenant que demain. Donc non, t'as pas... Ça va changer ton comportement, c'est sûr. Tu vas te mettre à penser plus loin, plus long terme, à te dire tu peux épargner, faire des plus gros projets dans le futur. Tu vas pas vouloir consommer tout de suite pour avoir justement un bien qui lui va pas perdre sa valeur dans le temps relativement à ta monnaie qui sera de 2%, mais c'est écologique en plus. C'est écologique en plus. Non mais c'est hyper important ça parce que je pense que c'est un peu le fondement de pourquoi les théories keynésiennes et monétaristes sont à foutre aux chiottes, c'est que, en plus, la grande erreur de Keynes, c'est d'avoir mis dans la tête des gens que ce qui crée de la richesse, c'est la consommation. Ce qui crée de la richesse, c'est pas j'achète un produit et il y a de la richesse qui est créée. C'est juste la richesse déjà à mesurer. Celui qui prétend pouvoir la mesurer, alors le PIB, n'en parlons pas, c'est une merde absolue, qui ne mesure rien à part des flux. Mais la richesse, en fait, il n'y a pas d'indicateur de la richesse. On ne peut pas dire, tiens, on va mettre dans un tableau Excel la richesse. En fait, c'est pareil, c'est quelque chose de pas palpable. C'est, est-ce qu'on vit mieux? Est-ce que les gens sont plus heureux? Est-ce qu'on rallonge l'espérance de vie? Est-ce que... Peu importe. En fait, c'est complètement impalpable, je répète le terme. Mais prétendre que l'acte de consommation crée de la richesse, c'est une connerie. Parce que, par exemple, généralement, un acte d'investissement va produire de la richesse derrière. Parce que là, les 10 € que je vais mettre ici, si je les mets dans l'investissement d'une machine qui, derrière, va me permettre de produire plus de biens pour plus de gens moins cher, là, j'ai potentiellement créé de la richesse plutôt que de consommer instantanément ce capital. Donc, c'est une connerie. Et en plus de définir des taux arbitraires d'inflation, comme en gros, c'est... En vrai, c'est horrible de dire ça, ça veut dire ça se voit pas trop, on n'est pas au Zimbabwe, mais ça existe quand même, donc on vous vole un peu, mais vous le sentez pas trop. C'est profondément con. C'est surtout que c'est un phénomène qui est nouveau. Ouais. On a tout le temps vécu avec des monnaies dures en général qui prenaient de la valeur justement, et ça nous a pas empêché de vivre. L'Empire romain, c'était des monnaies métalliques qui prenaient de la valeur au cours du temps. Après, on a commencé à les diluer après, ça a été long et pénible, et on a vu à chaque fois que ça a accéléré dans la dévaluation, on voyait les instabilités politiques qui faisaient que d'augmenter. Puis l'Empire romain s'effondrait. Ouais. Puis on le voyait avec le nombre d'assassinats des empereurs, à la fin il faisait, je sais plus, à peine 2-3 ans. Il se faisait couper la tête. Et ouais, non, c'est incompréhensible. C'est débile parce que... C'est de la paresse intellectuelle. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça arrive exactement au moment... En fait, cette théorie, elle est venue à peu près à la crise de 29,
On a essayé d'expliquer qu'il y avait une crise à New York et aux États-Unis et qui avait après eu des répercussions mondiales, que c'était juste parce que d'un coup notre monnaie était indexée à l'or et que les gens ils étaient plus poussés à consommer. Il y a une déflation. On allait rentrer dans un cycle déflationniste qui n'est pas forcément positif ni négatif, ça dépend de quel type de déflation on parle, mais c'est vrai que dans un système inflationniste comme le nôtre, une déflation est catastrophique. Parce que vu que tout le monde est endetté, si tu as de plus en plus, si ta dette prend de la valeur au fil du temps, c'est intenable. Mais à cette époque-là, Keynes, qui se battait contre Hayek, avait réussi à convaincre que en fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas injecté assez de monnaie, que l'État n'avait pas assez ingéré dans l'économie, parce qu'on risquait une déflation catastrophique, alors que selon Hayek et selon les Autrichiens, c'était juste, fallait laisser passer, et c'est surtout qu'avant, on avait imprimé de la monnaie, et on avait justement déjà créé une bulle de crédit qui était en train de s'essouffler, et Keynes, il a dit non, faut faire encore plus. Et ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vous invite à suivre la courbe de la masse monétaire, et vous vous rendez bien compte de qui on a écouté, et que nous ne sommes pas dans un monde libéral. Parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on applique les théories d'Hayek. Non, calmez-vous. Donc ouais, c'est chiant. C'est chiant parce que, encore une fois, nous, on se remet dans le contexte de la vidéo. La vidéo est plutôt bonne, franchement, c'est super. Et là, il te glisse une merde comme ça au milieu. Et à chaque fois, on se dit, putain, c'est chiant. Que selon notre prisme de lecture, genre, c'est quand même un peu la merde originelle, celle-là. Ouais. Hein. Genre, ce qui est chiant, c'est que tu peux avoir bon sur toute l'observation. Si tu rates cette merde, c'est genre, t'as quand même l'impression que ton système, il est genre c'est vraiment le ver dans le fruit du départ qui te fout une merde pas possible parce que, genre, la monnaie, c'est le sang de l'économie. Si tu la fous en vrac et qu'en plus, c'est un ver contrôlé par l'État et qu'il a le contrôle de l'armée, qui peut t'imposer de l'impôt, tout. Genre là, le verre, il peut se transformer en papillon. Liban, l'effondrement le plus rapide de l'histoire. Imaginez en un an votre salaire divisé par 2 et le prix du pain multiplié par 20. Vous étiez riche en 2019 ? Votre monnaie a perdu 90% de sa valeur, fini les voyages. La Banque mondiale n'y va pas par quatre chemins, le Liban connaît actuellement l'une des 3 pires crises économiques depuis 1850. L'électricité n'est plus fournie que 1 à 2 heures par jour, tout doit être planifié, les hôpitaux ne peuvent plus travailler. Une des causes majeures, c'est bien sûr l'explosion du port de Beyrouth en 2020, un des endroits les plus vitaux du pays, avec 8 milliards de pertes. Après, la situation économique était déjà bien galère avant. En cause, les banques qui reposaient sur une pyramide de Ponzi institutionnalisée. Dans les années 90, pour attirer des capitaux étrangers, on proposait 2 avantages. 1, des taux d'intérêt incroyables avec 15% de rendement garanti, et 2, un taux de change fixe. $1 égale 1507 livres. Pour permettre ça, il faut avoir énormément de dollars en réserve. Pour pouvoir dire, regardez ce que j'ai en stock, j'aurai toujours les moyens de payer. Sauf que l'astuce, c'est qu'au lieu de le garder, on le prêtait à l'État, mais pas directement, en livres libanaises artificiellement surévaluées. On avait constamment besoin de nouveaux dollars frais pour maintenir le système. Ça aurait pu marcher si l'État avait investi intelligemment, mais non. Le Liban est un pays ethniquement très divisé. Selon votre religion, vous ne pouvez pas acheter une maison où vous voulez, certains postes politiques vous sont interdits ou réservés, et pour maintenir la paix sociale, faut arroser tout le monde sans faire de jaloux. En 2019, la dette publique, c'est 170% du PIB, un des records du monde. Dès que les entrées de nouveaux capitaux ont commencé à se tarir, notamment à cause de la guerre en Syrie, tout l'édifice s'est effondré. Les épargnants se sont retrouvés dans l'impossibilité de retirer leur économie. Argentine et Grèce ont connu des cas similaires. Je vais rebondir juste sur un point. Ils disent à chaque fois, l'État a fait ça, ils l'ont mal fait, ils auraient pu mieux le faire. Mais à force de le répéter, je trouve que c'est quand même bizarre de ne pas apprendre de ses erreurs. C'est qu'à force de répéter, oui, l'État s'en est occupé, mais ils l'ont mal fait, ça aurait pu être mieux fait. Vous vous rendez pas compte que du coup, le problème, c'est que c'est l'État qui s'en occupe. Ils sont en train de répéter la même phrase que les communistes, genre, c'est juste, ça a mal été fait. Ouais, c'était pas du vrai communisme. C'était pas du vrai communisme, genre c'est exactement la même rhétorique. C'est ça, et en fait, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Hein. La folie, c'est de répéter la même chose et de penser d'avoir un résultat différent. Bon, c'est l'idée. Et c'est vraiment, ils sont fous en fait. Ces gens sont fous. Ils pensent qu'en répétant les mêmes choses tout le temps, on va finir par arriver à un résultat différent. Non, répéter ça, c'est tout le temps la même chose. C'est de la famine, des guerres, de la misère et des millions de morts. Ça finit toujours pareil, hein. Genre, c'est quand même pas compliqué. Genre, une simple observation empirique d'un enfant de 6 ans se rend compte qu'il y a un pattern qui se fait. Mais non, à chaque fois, on se dit « Ah, mais ça pourrait être mieux fait parce que tu connais. » Non. Et le poison est toujours le même. Une collusion entre un État qui s'endette improductivement à l'infini et des banques. Voilà, et c'est ça.
C'est en plus le point à chaque fois, c'est oui, ils n'ont pas investi de façon productive, ceci, cela. Donc si on fait de l'investissement productif de l'État, c'est juste que l'État est incapable d'être productif. Point. Voilà. Faut juste arrêter de croire que c'est possible. Ça a pu arriver, hein. Ça a pu arriver qu'une fois un État prenne une bonne décision qui s'avère être bonne. Mais c'est pas une généralité, c'est un coup de chance. C'est que le mec, il y avait peut-être un génie qui a pris la décision à ce moment-là, en fait c'était un entrepreneur. Mais ça arrive pas de manière... Et encore, même dans ce cas-là, j'ai envie de dire, tu retires le choix au marché, ça reste pourri en fait. Parce que ce qu'on n'a pas l'air de comprendre, c'est que la productivité, c'est l'exception. C'est pas tu te dis je vais faire quelque chose et allez, il y a une chance sur deux que ça passe. C'est qu'en général, ça marche pas. Genre, en général, tu vas cramer plus d'énergie, de ressources que ce que ça va te rapporter. Et en fait, c'est les gens qui arrivent à devenir très riches et à disrupter tout un pan de l'économie, un domaine, qui en fait ont réussi à trouver ce petit truc où si tu arrives à faire un tout petit peu mieux et à dégager une marge, que tu arrives à devenir immensément riche parce que tu résous un énorme problème de la société où tu permets de l'améliorer. Et si tu n'as pas toutes les boucles de rétroaction négative qu'on te dit, en fait, à chaque fois que tu crames du capital, des ressources, en fait, c'est vraiment des choses pour lesquelles tu vas devoir te priver. Mais là, c'est pas du tout pareil. Hein. Genre, si à chaque fois que vous dépensez, je sais pas, vous allez jouer... vous essayez d'investir dans un truc et puis en fait ça vous rapporte pas et que ça vous évite d'aller en vacances, vous n'allez pas pouvoir acheter votre voiture, vous n'allez pas pouvoir acheter ses livres, faire telle ou telle chose qui compte pour vous, mais la leçon elle fait beaucoup plus mal que lorsque vous prenez des ressources à quelqu'un pour les investir dans quelque chose que vous dites bon allez, ça marchera et puis au pire j'en reprendrai à d'autres. Ça n'a rien à voir et en général ça marche pas. Ou sinon c'est juste tes coups de chance ou c'est juste t'as un privé d'un coup qui a commencé à avoir une bonne idée, ça commence à marcher, là boum l'État va dessus, il essaye d'accélérer le machin et là oui il y a plus de chances que ça marche mais déjà moralement c'est discutable. Ou sinon ça marche mais on se rend pas compte du coût d'opportunité que ça représentait, c'est qu'on a mis 1000 milliards pour faire un truc qui en aurait peut-être nécessité 5 dans le privé. Donc là on se dit regardez ça a marché. Ouais, tu sais pas ce que ça aurait donné dans le privé. Donc il y a aussi ça. Et il y a surtout le fait que les gens ont un biais d'analyse a posteriori. On se dit maintenant on sait de quoi les gens ont besoin parce qu'on sait quoi marche, on sait que c'est Amazon qui marche, Netflix et Carrefour. On nationalise ça, on répond aux besoins des gens et on va le faire mieux. Mais non, en fait, vous êtes incapable de savoir ce que les gens veulent. Et on est incapable d'anticiper ce que les gens vont vouloir et on va juste stopper, on va figer la situation et on va s'appauvrir lentement. Et c'est à chaque fois que l'État s'en mêle, c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, il y a un énorme biais d'analyse a posteriori de ce qui marche, mais quand ça a émergé et que ça a marché, c'était privé. Hein. C'est pas un mec dans un bureau qui s'est dit « Tiens, j'ai une bonne idée, on va faire Amazon ». Ça marche pas. Donc, sans transparence ni régularité, qui en profite jusqu'à ce que plus personne n'y croit. Corée du Nord et Russie, l'État sait-il gérer l'économie ? Vous avez peut-être déjà vu des vidéos TikTok de Corée du Nord. On monte des fast-foods, des centres commerciaux de luxe et des parcs d'attractions. Mais ça, c'est uniquement pour les plus chanceux, car l'économie là-bas est basée sur le rationnement. C'est l'État qui choisit ce que vous avez le droit de consommer ou non. Si t'es un bon travailleur, on peut te donner des heures d'accès à la piscine ou au cinéma. Pour aller à la place de Busan, il faut que tu puisses prouver que tu as des jours de congé. Évidemment, les gens fraudent massivement. Les tickets de rationnement ne représentent que 30% de la consommation, 70% c'est du jangmadon, du marché noir quoi. Ça pousse l'État à vouloir tout contrôler. L'armée c'est 20% du PIB, le programme nucléaire aspire toutes les ressources du pays, la police c'est probablement tout autant, à vouloir en mettre à chaque coin de rue, on crée surtout des emplois non productifs. L'humain veut pouvoir choisir, et c'est pour ça qu'aucun régime de ce type n'arrive à se maintenir sur des temps longs. Prenons le cas de l'URSS. Au début, c'est incroyable. Beaucoup par contre que l'humain a besoin de choisir. Ça sonne très autrichien, très l'action humaine, peut-être qu'ils l'ont lu. Si vous l'avez lu, dites-le nous. Mais du coup, vu ce qu'ils ont dit comme conneries avant, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, là, leur intuition en tout cas, est très bonne. Et ce qu'ils disent, c'est exactement ça. L'humain a besoin de choix. Si on te l'impose, ça marche pas. C'est exactement ça. Je pense que l'exemple de l'URSS est très parlant. Croissance à 15%, en à peine 40 ans, on passe de monarchie agricole arriérée à une superpuissance spatiale. Premier satellite, premier homme en orbite, 11% du PIB mondial. Et en économie, il y a deux types de croissance, extensif et intensif. Intensif, c'est quand on produit mieux, avec autant de ressources. Extensif,
c'est l'URSS. Ça ne repose que sur l'augmentation des inputs, travail et capital, et non sur l'innovation. Une fois que toute la population travaille au maximum de ses capacités, qu'on exploite toutes les ressources, ça s'arrête. Alors oui, des innovations, il y en a eu en URSS, mais ça reposait beaucoup sur l'espionnage des entreprises occidentales, comme par exemple le Concorde soviétique volé aux Français. Toute la production était organisée autour du Gosplan, une bureaucratie monstrueuse de plus d'1 million de personnes qui étaient chargées de planifier l'économie. Leur but, c'est pas de faire des meilleurs produits ou de limiter le gâchis, non, c'est de faire plaisir aux politiques. Donc que tout le monde ait du travail et qu'on respecte les quotas. On se retrouvait dans des situations absurdes à produire des millions de vélos au milieu de l'hiver que personne n'utilisait et qu'on jetait à la benne, avec une qualité douteuse puisque de toute façon les gens n'ont pas trop le choix. Tu veux un vélo, y a que ça. Et tu ne peux pas voter avec ton porte-monnaie et les incompétents n'étaient pas punis à cause du système du bol de riz de fer. L'emploi avait... Elle est bien leur explication. Là, si avec ça, vous êtes encore nostalgique de l'URSS, allez vous faire foutre. Genre, c'est la démonstration encore par l'exemple des effets délétères d'une planification centrale. Mais encore là, c'est gentil. Hein. Et encore, c'est vrai que là, ils n'ont pas montré les camps. Ils n'ont pas encore mentionné les camps, en fait, l'esclavagisme généralisé de la population, les morts. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, tout le monde est obligé de... Et c'est vrai que la différenciation intensif-extensif, elle est intéressante. Je l'avais jamais entendue sous ces termes. Mais c'est vrai qu'en gros, là, eux, ce qu'ils expliquent, c'est que ça pouvait marcher. Enfin, ça marchait. Ça marchouillait. On arrive à avoir une forme de croissance, mais parce qu'il fallait toujours plus, en fait. Plus de capital, plus d'êtres humains. Et en fait, ouais, on a mis en esclavage toute la population pour arriver au plein potentiel. Mais en fait, on peut plus faire de croissance exogène par l'innovation, par la réduction du coût en capital et en ressources. Donc, ça démontre bien que ça ne marche pas. On en arrive à chaque fois au même point. Hein. C'est ça. Et puis, il faut quand même exterminer 10-15% de la population pour que ça tourne à peu près rond. Ouais, ou même pas forcément intentionnellement, hein, c'est juste... Oui, non, mais oui. Genre tout le monde meurt, quoi. Ouais, des gens meurent aussi. Mais il y a quand même de l'intention. Hein. Les goulags n'étaient pas vides, hein, tu vois. Ouais, mais je pense quand même la majorité des gens qui sont morts là-bas, c'est juste dysfonctionnel. Ça marchait pas, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Vie et un salaire fixe indépendant des résultats. Ça ne motivait pas à travailler ou à innover. Tout seul objectif, c'est de ne pas vexer le politique au-dessus de toi. Le pire, c'est quand on applique ça au secteur agricole. Par exemple, l'utopie agraire des Khmers rouges. On retire la propriété des terres et on emmène les bourgeois bosser à la ferme. Pour le symbole, ça fait plaisir, le petit Jean-Charles qui trime dans la bouse. Sauf que, c'est très cher d'amener ces gens-là ici. Ils meurent vite et ils ne savent pas bosser. Les plus compétents ne sont pas incités à se la donner, ils obéissent aux militaires, se mettent au même niveau que tout le monde et on fait pas de vagues. Résultat, effondrement de 40% du PIB, famine et 25% de la population morte en 4 ans. Récemment, on a encore eu un cas similaire. En 2021, le Sri Lanka a voulu devenir le premier pays 100% bio au monde. Adieu pesticides et engrais chimiques. Résultat, une crise alimentaire massive. Obligé de faire machine arrière, même pas 6 mois après. Parce que ça a eu des réactions en chaîne. Les fermiers n'étaient pas prêts, ajoute à ça le climat et la pandémie, c'était foutu d'avance. Tu ne peux pas changer l'économie par idéologie sur un coup de tête. Faut du temps. Ce pragmatisme... Ah, mais c'est... Et si vous voyez toujours pas de parallèle avec la France, l'Europe et la doxa occidentale, on peut plus rien pour vous. On le dit souvent. Sincèrement, c'est en fait, tout le monde a déjà essayé ce qu'on fait. Ça a toujours mal fini. Et c'est juste que nous, en fait, on a tellement de ressources, de capital et de richesse que ça prend plus de temps. Et que nos idées de merde, on met du temps à les payer. Mais c'est la même chose. On est exactement dans le même état d'esprit. C'est fou. Ouais, puis on y va un peu plus doucement, je pense. Ouais, c'est comme ça, à des petites échelles. Ouais, parce qu'on a quand même des résidus un petit peu de bon sens de temps en temps. Mais c'est vrai que ça ressemble tellement à tout ce qui se passe aussi en France, où il va y avoir des lois totalement connes qui arrivent pour réguler avec l'histoire des pesticides et tout. Et puis on va obliger nos agriculteurs à avoir des contraintes vraiment draconiennes sur ce qu'ils ont le droit de faire. Et de l'autre côté, on va dire, en fait, les ressources ukrainiennes, rentrer, c'est pas grave. Du coup, il y a une concurrence énorme, déloyale. Et la vraie concurrence déloyale, celle qui est imposée par la loi. Pas je fais un meilleur produit, c'est déloyal. Parce que ça aussi, c'est un beau scam. Mais ouais, c'est ça. Et là, l'exemple du Sri Lanka, il est parfait. C'est-à-dire qu'en gros, on a décidé du jour au lendemain. Alors, de mémoire, j'avais regardé un peu avant. C'était pour avoir une meilleure note ESG, la fameuse. Donc, pour avoir accès à du crédit et donc de la monnaie plus facilement. Voilà, quand on dit que ça part souvent de la monnaie. Ils se sont mis ESG compatible, c'est-à-dire faire du bio, être inclusif et tout. Là, en l'occurrence, c'était surtout du bio.
Ils ont dû avoir un petit crédit, hein, mais c'était pour juste peut-être reconstruire tout ce qu'ils avaient pété en passant au bio et en forçant les gens. Résultat, bah voilà, les gens sont morts de faim. C'était un pays qui était indépendant alimentairement, de façon agricole, mais même alimentairement, je crois qu'il ne l'est plus. C'est juste une catastrophe en tout point. Voilà, c'est toujours la même chose. La Chine l'a bien compris avec son système de socialisme de marché. Aujourd'hui, les taux d'imposition en Chine sont quasi identiques à la France. 25% d'impôt sur les sociétés et un impôt progressif jusqu'à 45%. Il y a moins de taxes, moins de TVA. Là où en France, le poids de la dépense publique représente 57% du PIB. En Chine, c'est plutôt 24 et 36%. Enfin, ça, c'est selon comment on calcule. Ce qui ne les empêche pas de développer massivement le pays et d'être à la pointe des technologies futures. Tout ça, c'est juste une preuve de plus que la valeur de l'argent, elle est relative. Et personne ne peut prévoir comment... Wow. J'ai compris le... J'ai quand même vu le pub apparaître. Non, après, bon, socialisme de marché, je suis pas fan du terme quand même. Pour moi, c'est dictature de marché à la limite, ou régime fasciste capitaliste. Mais mettre socialisme et marché dans la même phrase, faut pas exagérer non plus. Parce qu'ils ont pas vraiment... Enfin, si, ils ont un peu de politique sociale, on va dire. Mais c'est juste que voilà, la Chine, c'est une dictature. T'as pas de liberté politique, t'as pas de liberté de penser, d'expression, etc. Mais il y a à peu près une économie de marché, parce qu'ils ont compris qu'en fait, administrer l'économie, c'est vraiment la dernière chose à faire. Bien que, bon, c'est pas non plus free market, all inclusive, mais c'est vrai que ils ont fait un modèle hybride qui tient la route pour l'instant. Après, ça reste pas souhaitable. Hein. Si c'est tout ça pour mettre de côté sa liberté d'expression, avoir un crédit social et disparaître si tu dis un truc pas cool sur le gouvernement, je sais pas si c'est souhaitable. Hein. Ouais, après, ça dépend des préférences de chacun. Hein. Après, si t'es libre de sortir et de rentrer, why not, hein. Tu vas vivre là-bas, tu vis le petit paradis communiste et puis tu reviens chez nous, tu nous dis. C'est vrai. Et on va conclure sur la pire économie. N'est-elle pas celle de demain ? Que penseront les gens dans 100 ans ? Avec l'expansion de l'IA et des robots, beaucoup de nos métiers vont disparaître. Les agriculteurs seront des drones et des pinces dans les conteneurs. Le travail existera toujours, sinon on s'ennuierait, mais il sera artificiel. On penserait horrifié à nos 40 heures, embouteillages et open space, enfin du moins, si tout se passe bien. Que la guerre, la maladie et la nature n'aient pas tout dévasté. Si la fusion nucléaire, malgré de grosses avancées en Chine, s'avérerait impossible, si nos réacteurs actuels étaient fermés à cause d'un rejet politique, si l'on n'arrivait pas à développer des nouvelles batteries ou un stockage à l'hydrogène permettant de rendre l'éolien et le solaire plus viables, ou plus simplement, si on finissait par vraiment manquer d'une ressource naturelle. Alors juste une pause, pour rendre l'éolien et le solaire viable, il y a Bitcoin. Hein. Il suffit de miner du Bitcoin et ça le rend viable. Pas besoin d'attendre ces conneries d'hydrogène qui marchent pas. Et tu voulais dire un truc ? Non, je voulais voir la suite. Et voilà, petite parenthèse, voilà, Bitcoin résout ce problème. Point. L'irremplaçable. Alors ouais, on stagnera. L'économie reste un outil pour distribuer des ressources et canaliser l'énergie des gens dans les activités demandées par la collectivité. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer le pillage et l'esclavage. Mais si le temps humain perdait de sa valeur et que les... C'est bien bizarrement amené quand même. Hein. Oui, je sais pas, c'est peut-être la façon dont je le comprends, mais on a un peu l'impression que d'un coup, il y a des gens qui ont... Ça peut émerger spontanément. Ouais, c'est ça. Genre, on s'est dit, tiens, en fait, le marché, c'est ce qu'il y a de mieux, on va vous imposer ça. Genre, comme si c'était pas juste les gens qui se rendaient compte que, juste avoir des collaborations entre eux, saines, de se dire, tiens, on va respecter ces règles, ces contrats qu'on s'est mis entre nous et qu'on va échanger de manière volontaire. Genre que ça se passait pas toujours mieux et qu'en fait, les communautés qui se faisaient la guerre et qui reposaient juste sur le vol, en fait, à chaque fois, s'effondraient. Et que celles qui, au contraire, comme, je sais pas, rien qu'aux États-Unis, au début avec l'émergence, et puis qu'ils avaient un droit qui était une constitution qui était beaucoup plus libérale et le vrai libéral, hein, et que nous, en fait, eux, ils se sont développés extrêmement vite, comme ça s'est passé en Chine quand ils ont arrêté le communisme et tout. Genre, c'est juste, en fait, c'est un constat, c'est que ça marche mieux quand tu laisses les gens faire. Et puis, c'est vrai qu'ils ont dit, il y a un truc qu'ils ont dit, c'est que c'est cette émergence du capitalisme, enfin, du libéralisme, de la philosophie un peu plus libérale, c'était pour mieux servir la collectivité. C'est faux. C'est pour mieux servir l'individu, pour mieux respecter l'individu, et il s'avère que lorsqu'on respecte l'individu, la collectivité totale en profite. Mais l'objectif, la fin, n'est pas le service de la collectivité, et c'est très important de le comprendre, c'est que notre but, c'est pas de rendre la collectivité heureuse,
c'est que chaque individu soit respecté en tant qu'individu, peu importe qui t'es, voilà, t'as les mêmes droits fondamentaux, qu'on te respecte, et en faisant ça, on va créer une société pacifiée, on va permettre la coopération entre les individus parce que chacun se sent respecté, parce qu'on n'est pas incité au vol, etc., via le respect de la propriété privée, etc. Mais c'est vraiment important parce que dire ça, ça peut laisser quand même une porte ouverte au collectivisme, et le collectivisme, c'est les 100 millions de morts qu'ils ont montré juste avant. Donc la frontière, quand même, elle est assez fine, hein, faut faire attention. Mais après, dans le reste, à part comment c'est apporté, sinon c'est à peu près bien décrit, je trouve. C'est que oui, le capitalisme a permis la fin de l'esclavagisme. Et oui, n'en déplaise aux gauchos, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est pas parce qu'on a mis une loi. La loi n'a pas créé le réel, c'est le réel qui a créé la loi. Après, on est des individus de toute manière qui sont sociaux. On a besoin c'est ça. On a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin, je sais pas, même d'avoir des relations sexuelles, amoureuses, genre amicales. Genre, il y a de tout. Genre, de toute façon, c'est un besoin qu'on a en nous. Genre, tu laisses enfermer un mec dans une salle, il devient fou, tu vois. Ou genre, juste tout seul sur une île en permanence, il préférera toujours avoir des relations. Donc, en fait, l'épanouissement de l'individu passe aussi par genre un besoin de faire des choses pas seulement pour lui mais pour les autres en fait, parce que ça fait partie de c'est en nous, tu vois, et on n'a pas besoin de l'imposer via l'État pour que ça émerge en fait, c'est juste ce qu'on est, quoi. Même généralement quand on apprend bêtement la pyramide de Maslow, je sais plus où se situe le besoin d'appartenance, en gros l'aspect social, mais il est quand même assez important. C'est un besoin, c'est un truc sans ça on ne vit pas quasiment. Enfin, on devient fou, on finit par se tirer une balle. Donc ouais, c'est ça. C'est hyper important de le comprendre, parce que c'est vrai que dans le logiciel socialiste ou gauchiste, c'est en mode, oui, les riches peuvent prendre leur argent, rester que entre eux, et ne plus avoir aucune connexion avec le monde, exploiter tout le monde. Et en fait, ça va juste créer des individus tout seuls, comme ça, atomisés, qui gardent leur richesse. Non, en fait. Généralement, quand même, le premier réflexe humain, c'est de vivre en société, en groupe, quand t'as pas des incitations mauvaises. Mais voilà, donc en gros, aimez-vous les uns les autres. Faites le bien autour de vous. Paix et amour. Non, mais en vrai, c'est important parce que c'est vrai qu'on ne le rappelle pas, on le rappelle peut-être pas souvent, et on peut paraître des fois froid et comment dire, assez dur sur la réalité, avoir des mots durs. Mais c'est pour que derrière, cette réalité soit permise. Au fond, il y a un cœur qui bat ici. On va se mettre à chialer. Non, mais c'est que c'est un prérequis, en fait. Voilà, tout ce qu'on dit, c'est un prérequis à cette cohésion sociale et à ce bonheur et à une cohésion d'un groupe, quel qu'il soit. Et au respect de tous les groupes, surtout. C'est au respect des minorités jusqu'à la minorité d'un individu, jusqu'au groupe d'une communauté qui se regroupe autour d'une religion où il y a 2 milliards sur Terre. Et c'est OK. Mais il n'y a que notre philosophie, la philosophie libérale et individualiste, qui le permet. Tout le reste va vouloir privilégier un groupe au détriment de l'autre, et ça se traduit par moi je pense que mes idées sont meilleures que les tiennes, donc meurs. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, un like, posez-nous des questions en commentaire, insultez-nous, ça nous fait super plaisir. Abonnez-vous, et nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous.